Pour la première fois depuis plus de 10 ans, l'ESA a lancé un nouveau recrutement d'astronautes, et vous êtes nombreux à vouloir rejoindre Thomas Pesquet dans l'espace puisque l'Agence spatiale européenne a reçu cette année pas moins de 22 000 dossiers. Cette semaine, je vous propose donc un Le saviez-vous pour découvrir l'entraînement de ces hommes et femmes triés sur le volet et comprendre comment faire ce métier qui nous fait tant rêver, devenir astronaute. La dernière campagne de recrutement européenne remonte à 2009 et l'ESA avait retenu à l'époque 6 candidats parmi plus de 8400 candidatures. Après une longue période de sélection qui s'achèvera fin 2022, la poignée de chanceux choisis cette année suivront un parcours d'entraînement international divisé en 3 étapes, un entraînement de base suivi d'un entraînement avancé pour finir par l'Increment Specific Training, une formation plus ciblée qui débute lorsqu'un groupe d'astronautes est affecté pour effectuer un séjour à bord de l'ISS. La formation d'un astronaute de l'ESA débute donc en Allemagne, au centre de formation de Cologne, où les nouvelles recrues s'entraînent aux techniques fondamentales du vol spatial et approfondissent leurs connaissances dans des domaines scientifiques très variés comme l'astrophysique, la biologie, la physique orbitale ou encore la physiologie du corps humain. Depuis l'atterrissage de la mission Voskhod 2 dans les montagnes enneigées de l'Oural à presque 400 km du site d'atterrissage prévu, tous les astronautes suivent aujourd'hui un cours de survie. Pour rappel, Alexei Leonov a réussi l'exploit de compléter la toute première EVA de l'histoire spatiale en sortant de sa capsule pendant 12 minutes équipé d'une combinaison spéciale. De retour sur Terre avec son partenaire le 19 mars 1965, les deux hommes ont été contraints à dormir 2 nuits dans le froid glacial de l'hiver russe avant d'être secourus en pleine forêt. Pour préparer ses astronautes à un éventuel atterrissage en zone montagneuse, l'ESA emmène ses recrues dans les forêts suédoises pour y apprendre les techniques de survie, comme construire un abri ou encore faire du feu pour se protéger du froid. 10 ans après la mésaventure de la mission Voskhod 2, l'équipage de la capsule Soyouz 23 s'est cette fois-ci posé en urgence en plein milieu d'un lac gelé, un scénario qui aurait pu encore une fois se terminer de manière tragique. Depuis cet incident, les astronautes effectuent également un stage de survie en pleine mer encadré par des marins professionnels et organisé à Rostock, une ville portuaire allemande située sur les côtes de la mer Baltique. Les futurs collègues de Thomas Pesquet y seront formés à l'utilisation des radeaux de sauvetage et des différents équipements de survie embarqués à bord des capsules, comme par exemple l'utilisation de fusées éclairantes pour se signaler aux équipes de secours. Toujours en Allemagne, les élèves de l'Agence spatiale européenne suivent aussi une formation de pompiers pour se familiariser avec les différents types d'extincteurs et s'exercer à éteindre un feu en toute sécurité dans un environnement clos et confiné similaire à celui de l'ISS. Pour survivre aux situations stressantes auxquelles les astronautes sont confrontés, certains exercices incluent d'ailleurs une dimension psychologique, comme l'explique l'ingénieur en sciences des matériaux Matthias Maurer. L'un des exercices les plus difficiles que l'on nous fait faire consiste à évoluer dans des couloirs sombres, chauds, étroits et très bruyants pour aller sauver un collègue inconscient. Le parcours est très difficile et ressemble à une sorte de labyrinthe. Stage de survie en mer, en forêt ou test de résistance au stress, pour préparer ses élèves à tous les scénarios possibles, l'ESA ne manque pas d'imagination, y compris pour reproduire les conditions extrêmes des EVA, ces fameuses sorties dans le vide spatial. En effet, au cours de leur séjour à bord de l'ISS, les astronautes doivent régulièrement sortir dans l'espace pour réaliser des expériences scientifiques ou encore installer de nouveaux éléments, comme lors de l'ajout récent des nouveaux panneaux solaires de la station. Après plusieurs vols paraboliques effectués dans un avion 0G, les élèves de l'ESA passent une partie de leur temps en Neutral Buoyancy Laboratory, ou NBL, une piscine de flottabilité neutre située à Houston, au Texas. Au fond de ce bassin de 12 mètres de profondeur, la NASA a installé une réplique exacte des modules américains de l'ISS. En équipant les astronautes de combinaisons spécialement lestées, les ingénieurs parviennent à reproduire l'absence de pesanteur en annulant la poussée d'Archimède, c'est-à-dire la force verticale qui tend à faire flotter les objets plongés dans l'eau.
Pour s'entraîner à manipuler leurs outils en apesanteur et sans se mouiller, la NASA utilise aussi un simulateur de gravité partielle nommé POGO pour Partial Gravity Simulator. Suspendus dans un harnais spécial qui compense leur poids, les élèves astronautes répètent des manipulations qui d'apparence simple se compliquent vite quand on n'a aucune surface où s'appuyer, comme l'explique Luca Parmitano. Le pogo annule notre poids et nous permet de pivoter librement autour de notre centre de gravité, afin que nous puissions apprendre à prendre appui pour utiliser nos outils. Car dans l'espace, si je veux visser quelque chose, mon corps tournera dans le sens inverse. Plus sophistiqué encore, le robot Argos pour Active Response Gravity Offload System permet de compenser en temps réel l'attraction terrestre pour reproduire la gravité lunaire et martienne et peut aussi être utilisé pour simuler une EVA, tandis que des coussins d'air sont utilisés pour éliminer les frottements au sol et simuler le déplacement de charges lourdes dans l'espace. Après cette première formation de base qui dure de 12 à 16 mois, les candidats obtiennent leur diplôme d'astronaute de l'ESA et peuvent potentiellement être affectés à une mission à bord de l'ISS. Pour se préparer à un éventuel séjour à bord de la Station Spatiale Internationale, les astronautes fraîchement diplômés entament donc l'entraînement avancé, une étape qui dure près d'un an et durant laquelle ils doivent connaître les moindres recoins de la station spatiale. Pour cela, leur formation les amène notamment au centre de Houston, dans le fameux bâtiment neuf du Johnson Space Center, où une maquette complète et grandeur nature de l'ISS a été assemblée. Cette salle de classe, pas comme les autres, permet aux futurs équipages de se familiariser avec l'équipement et l'utilisation de tous les équipements et des outils nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien du laboratoire géant. Dans ce même bâtiment, les astronautes apprennent à utiliser les toilettes de la station, à s'approvisionner en eau potable et à préparer et réchauffer leurs plats. Une équipe de nutritionnistes leur prépare d'ailleurs des menus sur mesure. En effet, le moment du repas est une étape essentielle pour les passagers de l'ISS, tant pour leur santé que pour leur morale, comme le rappelle le volcanologue et géophysicien Alexander Gerst. L'importance de ce que l'on mange dans l'espace est vraiment un facteur sous-estimé par le grand public. Après un mois de mission, la nourriture commence à nous manquer, et si tu choisis mal ton menu au sol, les 5 mois restants seront probablement très difficiles. Pour son second séjour dans l'espace, le collègue de promotion de Thomas Pesquet est passé par les cuisines de la NASA pour goûter pas moins de 48 plats différents, un exercice qui n'était apparemment pas de tout repos comme on le voit sur ces images. Si les futurs occupants de l'ISS sont dispensés de cours de cuisine, ceux de langue seront pourtant obligatoires. И я по-русски, и Олег по-английски, по-французски чуть-чуть. Мы сообщились там на станцию, и все было у нас прекрасно. Да, главное, чтобы мы понимали друг друга. Et oui, vous venez bien d'entendre l'ancien pilote d'Air France parler dans un russe presque parfait, car comme tous les astronautes qui séjournent à bord de la station orbitale, Thomas Pesquet a dû apprendre l'anglais et le russe. Dans les années 2000, la combinaison des deux langues a d'ailleurs donné naissance à une nouvelle langue officieuse à bord de l'ISS, le Runglish, comme l'explique le cosmonaute Sergei Krikaliov. Nous disons en plaisantant que nous communiquons en Runglish, un mélange de langue russe et anglaise, de sorte que lorsqu'il nous manque un mot dans une langue, on utilise l'autre car tous les membres de l'équipage parlent bien les deux langues. Pour apprendre la langue de leurs collègues cosmonautes, les élèves de l'ESA suivent donc des cours particuliers à la Cité des Étoiles de Moscou, où ils se familiarisent aussi au pilotage du vaisseau russe Soyouz. Lancé pour la première fois le 21 avril 1967, ce vaisseau, qui mesure une dizaine de mètres de hauteur, se compose de 3 parties, un module orbital qui permet l'arrimage à l'ISS, un module de service qui accueille notamment les panneaux solaires et les systèmes de propulsion, et un module de descente équipé d'un bouclier thermique et de parachutes pour ramener l'équipage sur Terre. Pendant presque 10 ans, le vaisseau russe était l'unique accès à l'ISS, et pour préparer sa mission Proxima, Thomas Pesquet a donc passé des dizaines d'heures recroquevillé dans une réplique exacte de l'engin pour répéter des centaines de scénarios que l'on préférerait voir au cinéma, comme la perte de l'ordinateur de bord, un départ de feu dans la cabine, une dépressurisation, ou encore les 3 à la fois. Pour sa seconde mission, nommée Alpha, Thomas Pesquet a cette fois-ci pris place dans la capsule Crew Dragon et a donc dû suivre un entraînement spécifique pour apprendre à piloter ce nouveau vaisseau construit par SpaceX.
Thanks, Megan. Hi, everyone. I'm Thomas, Mission Specialist. I'll be your tour guide today in the Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. Our commander... Pour contrôler la capsule au design futuriste, le français a dû s'habituer aux écrans tactiles puisque les seuls boutons présents sur le tableau de bord sont principalement dédiés au système de secours, comme par exemple lorsque l'équipage doit effectuer un retour en urgence sur Terre. Lors de cette manœuvre, la capsule suit alors une trajectoire dite balistique et pénètre dans l'atmosphère avec un angle d'attaque plus important, et le corps de l'équipage subit jusqu'à 9 G d'accélération, c'est-à-dire qu'ils pèsent jusqu'à 9 fois leur poids normal. Écrasés dans leur siège, les astronautes effectuent des séries d'exercices psychomoteurs dans une centrifugeuse géante où ils utilisent des techniques de respiration pour maintenir leur cerveau irrigué et éviter de perdre connaissance. Good job, Laszlo. Keep it up. 10 seconds. Doing good. Nice job. 15 seconds. Yeah. À l'issue de ce parcours de formation intense, les nouvelles recrues de l'ESA seront donc particulièrement polyvalentes, plongeurs, polyglottes, pilotes et pompiers, mais malgré toutes ces casquettes, les astronautes sélectionnés par l'agence européenne seront avant tout des hommes et des femmes de science, comme le rappelle l'astronaute Serena Chancellor. En tant qu'astronaute à bord de l'ISS, nous sommes les yeux et les mains des scientifiques. Ils nous expliquent comment faire au mieux notre travail, mais c'est à nous de faire en sorte que les expériences se déroulent correctement. Mécanique des fluides, médecine, biologie végétale, sciences des matériaux, physiologie humaine, les occupants de l'ISS ont donc peu de temps pour admirer les paysages défiler, et sur une mission de 6 mois, un équipage doit effectuer plus de 300 expériences réparties selon la spécialisation et le bagage scientifique de chaque astronaute. Pour respecter le calendrier et l'emploi du temps particulièrement précis, toutes les manipulations sont répétées sur Terre avant le grand départ, lors de la 3e et dernière phase de leur formation qui peut durer jusqu'à 18 mois. Les astronautes apprennent notamment à manipuler des outils comme les seringues, les pipettes ou un microscope en microgravité, et sont formés à l'utilisation d'instruments spécifiques à leurs expériences, comme par exemple la chambre de combustion de l'ISS. Ce four expérimental permet notamment de comprendre comment les choses brûlent en l'absence de gravité, ce qui servira pour créer des moteurs plus économiques en carburant. Depuis plus de 20 ans, l'ISS offre un laboratoire unique pour mieux comprendre l'espace, préparer notre retour sur la Lune et améliorer la vie sur Terre, mais tout ce travail de recherche serait tout simplement impossible sans nos astronautes, ces hommes et ces femmes qui mettent leur santé et leur vie en péril pour faire avancer la science et pour avoir le privilège d'aller un jour dans l'espace. Pourtant, après le succès de Richard Branson et de Jeff Bezos, le tourisme spatial semble décoller et le rêve de devenir astronaute semble maintenant accessible, en tout cas pour les plus riches. Je suis donc curieux d'avoir votre avis, selon vous suffit-il simplement d'aller dans l'espace pour devenir astronaute ? Les passagers de Blue Origin ou de la prochaine mission de tourisme Inspiration 4 de SpaceX méritent-ils eux aussi, comme on a pu le voir, leurs ailes d'astronautes ? J'espère que cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour faire briller ce pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification surtout, ça c'est pour ne rien louper. Pour soutenir la chaîne, c'est par ici sur Tipeee ou Utip, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir sur Displate en passant par le lien d'affiliation dans la description de la vidéo. On se retrouve vendredi à 18h pour le journal de l'espace de la semaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut les terriens!